Je comprends l'interrogation de M. Le Pen et en même temps, je pense que si il ne comprend pas où est le problème, c'est que sans doute il y a quelque chose dans l'enquête qui a été faite et qui est ô combien vitale, essentielle, forte, qui n'a pas été suffisamment restituée pour qu'on comprenne où est le problème. Moi, le problème, donc j'ai une demi-heure, je vais essayer de me dépêcher, c'est d'essayer, en termes d'ambition, de considérer que le deuil est effectivement un problème social et non pas, avant tout, un problème individuel. Je vais essayer de répondre, voilà, à ce que M. Le Pen a dit, pas de dysfonctionnement majeur, donc tel que présenté. Alors essayons de voir les problèmes, essayons de voir les dysfonctionnements, essayons de voir où est la difficulté. Sans doute que ces difficultés-là ne sont pas apparues dans la restitution qui a été faite avant, mais on va essayer d'apporter un contrepoint. La situation actuelle, nous la connaissons. La situation actuelle, c'est que le deuil est effectivement le parent pauvre des phénomènes sociaux. Nous ne voyons plus le deuil, il n'est plus visible, il a disparu. Et effectivement, toutes les enquêtes qui peuvent être faites sur ce sujet-là n'existent pas, sauf celle qui a été faite effectivement par le Crédoc. Est-ce que c'est un problème de ligne budgétaire, et je parle sous le regard courroucé de Jean-Pierre Sueur qui supposerait que quelqu'un lui demande de l'argent? Personne. Personne. Je pense qu'il y a un problème quand même, et ça ressort de ce qui est dit, un manque d'intérêt des pouvoirs publics, pas d'interlocuteur direct, ni au niveau des caisses, ni au niveau des ministères. Pas d'observatoire du deuil et des endeuillés. Pas d'observatoire du deuil et des endeuillés. Pas de statut des endeuillés. Pas de guichet unique du deuil. Donc si on prend au sérieux, et je vais essayer de le faire avec vous, et on l'a fait préalablement, si on prend au sérieux, et je vous renvoie à cette enquête, l'enquête du Crédoc, qui est inédite, et sur son ampleur, et sur ce qu'elle dit, et sur les chiffres qu'elle révèle, on met en évidence, me semble-t-il, une réalité immense, cachée et invisible, qui est celle, disons, du continent des endeuillés en France. Non seulement ils existent, mais ils sont innombrables. Et donc, il me semble que si on dit cela, il faut dire qu'une prise de conscience est nécessaire. Alors, ces éléments-là doivent nous permettre de prendre en considération non pas des individus qui seraient pour partie renvoyés eux-mêmes, mais une masse, un ensemble, quelque chose qui se retrouve. Voilà. Et qui dit reconnaissance sociale dit que les endeuillés ne peuvent pas plus se considérer ni comme des intouchables, ni comme des invisibles, ni comme des incompris, ni comme des douillets si ça dure un peu plus de 2 mois. Tout cela laisse à penser que le deuil est bien, et c'est l'enquête qui le dit, que le deuil est bien un trouble passager qui dure, qui a des effets cumulatifs, et que tout cela doit être, d'une façon ou d'une autre, pris en considération. Donc, il me semble que si on regarde de près cette enquête, si on essaye de voir quel est le problème qui est sous nos yeux dans les chiffres qui sont là, il s'agit, me semble-t-il, avant tout d'un changement de regard. D'un changement de regard à l'égard de ce phénomène social et avant tout social qu'est le deuil. Il s'agit de déployer autrement une forme de déférence collective, une forme d'éthique communautaire. Pourquoi? Pour ne plus laisser seuls avec eux-mêmes les endeuillés. De considérer qu'il ne s'agit pas seulement de leur problème, mais il s'agit de notre problème. Quand on a dit ça, me semble-t-il, on a tout dit. Et quand j'écoute Christophe Fauré, quand je le suis, quand je l'entends, que dit-il à chaque fois dans ses conférences, quand il parle aux uns et aux autres? Et quand les uns et les autres lui disent « mais ça dure, c'est trop long, c'est long », il dit « c'est normal ». C'est normal. Si on arrivait collectivement à dire « c'est normal », je pense qu'on aurait fait un pas gigantesque dans la compréhension de cela. Et je reprendrai un deuxième terme de Christophe Fauré dans son livre, où il dit qu'il importerait de réhabiliter le deuil. Réhabiliter le deuil, ça veut dire clairement, je le redis, ne pas renvoyer
les endeuillés à leur propre singularité, comme si c'était leur problème à eux qu'ils devaient eux-mêmes régler, mais quelque chose qui nous concerne tous et donc qui suppose une prise en charge collective, quelque chose de collectif, une assistance collective, une bienveillance collective. Bref, passer, donc c'est ça, me semble-t-il, l'ambition qui pourrait être celui implicite et la problématique implicite de cette enquête du Crédoc, passer d'un renvoi incessant sur soi à une reconnaissance de ces blessures invisibles qui sont celles induites par le deuil. Donc, accepter aussi qu'il y ait une prise en compte de la durée. Que le deuil, le dit, le redit, le re-redit Christophe Fauré, ça dure, c'est long. Et ça ne se passe pas aussi rapidement que ce que les uns ou les autres voudraient. Et donc, la problématique, me semble-t-il, si on le dit comme cela, ça serait de mettre le deuil avant les endeuillés. De décloisonner le deuil. Et Christophe Fauré le dit, le deuil n'est pas qu'un problème psychologique. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que des spécialistes psychologiques qui sont capables de le traiter. C'est aussi autre chose. Et puis, reconnaître l'ensemble des acteurs, des éléments, des personnes qui s'occupent des endeuillés plutôt que de les laisser d'une certaine façon chacun intervenir séparément. Je réponds à la question de Claude Depenne. Quel est le problème ? Le problème, si on fait un peu d'histoire, c'est que nous avions préalablement 4 protections sociales autour du deuil. Il y avait d'une part l'englobant religieux qui organisait, qui réglait, qui donnait du sens. Il y avait deuxièmement les pompes funèbres, le décorum, tout ce qui permettait de sortir socialement ce qui était de l'ordre du funéraire. Il y avait troisièmement une visibilité des habits du deuil. Ce n'était pas la peine de le dire, ça se voyait. Et donc, une déférence, une considération sociale pouvait être manifestée. Et quatrième point, il y avait une organisation sociale du deuil. Les visites, les condoléances, les paroles à dire, etc., etc. Tout cela, en peu de temps, s'est effondré. Est-ce que ça veut dire, pour autant que l'émotion est moindre ? Non. J'écoute Christophe Fauré et je dis non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, comme certains sociologues des religions nous le disent, il y a un deuil moderne qui serait plus léger, plus rapide, plus light, parce que notre propre psychologie supposerait que nous sommes moins affectés, moins dépendants, plus autonomes? Ou est-ce qu'il y aurait un deuil permanent qui serait plus lourd à l'ancienne? Il me semble que, de ce point de vue-là, le deuil, comme l'émotion, comme les sentiments, sont, me semble-t-il, toujours aussi archaïques et ne se sont pas mis au diapason, entre guillemets, de la modernité. Donc la question, me semble-t-il, est la suivante: comment reconfigurer autrement toutes ces procédures, toutes ces protections sociales qui existaient? Soit on insiste sur l'individualisme, on insiste sur la réduction de cette dose de paroles, de gestes, d'humanité qui nous détermine en tant que nous sommes non seulement des hommes, mais humains et humanistes, soit, effectivement, on essaie de retrouver autrement cette problématique de solidarité des uns vis-à-vis des autres, et on redéploie autrement un vivre ensemble, une responsabilité pour prendre en compte ces différents éléments-là. Je voudrais, pour que les choses soient claires, essayer de reprendre dans une première partie les grands enseignements, et j'irai vite, mais il y en a 13 quand même, du Crédoc. Parce qu'il me semble que si on ne les reprend pas tels quels, il me semble qu'on n'est pas à même de mettre en évidence la problématique et donc ce qui fait problème. Premier point, les endeuillés sont nombreux, très nombreux. Alors, 42%, bon, il me semble que quand on regarde effectivement dans le détail, on peut aussi considérer qu'il y a une focale plus réduite
qui laisserait supposer qu'il y a 7 millions de Français qui sont dans un deuil certain, actif, profond. Deuxième point. Ce deuil est vécu douloureusement et est vécu douloureusement dans la durée. Je n'insiste pas, mais disons qu'au bout de 5 ans, le deuil s'achève pour la majorité des gens. Troisième point. Le deuil peut ne jamais se terminer. C'est ce que dit l'enquête. Ne jamais se terminer. Durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi? D'abord, parce que plus la mort est violente, l'enquête le dit, plus le deuil est long. Deuxièmement, l'enquête du Crédoc est une enquête sur le vécu subjectif. Et donc, qui dit vécu subjectif, dit aussi que le deuil est à la fois une douleur, mais elle est aussi une fidélité. Et ne pas se dire en deuil de quelqu'un qui a compté pour nous, c'est aussi une façon de ne pas être fidèle à ce qu'il est. Quatrième point. Le deuil touche surtout, on l'a dit, mais il faut le redire, les personnes entre 45 et 54 ans. C'est là où les deuils sont les plus fréquents. Cinquième point, et on rentre à ce moment-là dans le deuxième grand chapitre, qui est le chapitre des effets en cascade. Cinquième point, donc, effet dépressif durable. 40% des endeuillés ont connu des effets dépressifs et des troubles psychologiques. Perte du goût de vivre, angoisse, inquiétude, et pour une partie d'entre eux, avec des pensées suicidaires. Tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Sixième point, fatigue physique durable. La moitié des endeuillés ont ressenti une fatigue physique durable. Et Christophe Fauré a insisté sur le fait que ce n'est pas juste un ressenti, c'est aussi quelque chose que médicalement on peut constater. Il y a un effet sur la baisse des défenses immunitaires qui affectent l'individu. Septième point, troubles relationnels. 27% des endeuillés ont connu des troubles de relation. Repli sur soi, appauvrissement du lien social, changement d'habitude de vie. Huitième point, et il faut insister là-dessus parce qu'il me semble qu'on n'en a pas assez parlé jusqu'à présent, perturbation spirituelle. 29% des endeuillés ont connu des ébranlements spirituels et donc ont encore, et je parle sous le contrôle de Jean-Philippe Tenac qui est ici présent, et nous avons fait tous les deux ce livre-là, qui donne la parole à des personnes, les morts de notre vie, qui témoignent de cette présence des personnes qui sont mortes depuis longtemps dans leur propre vie. Ils parlent avec elles, ils sont susceptibles de parler avec elles, et je vous renvoie en particulier à ce que Edgar Morin dit de sa mère qui est morte. Nous avons rencontré, Jean-Philippe Tenac ici présent, et moi-même, nous avons rencontré Edgar Morin, et 70 ans après la mort de sa mère, les larmes dans les yeux, il nous explique encore que ce deuil-là a été le deuil essentiel, principal, fondamental de toute sa vie. Septième point, donc, troubles relationnels. Huitième point, perturbation spirituelle. Neuvième point, perturbation des conditions de travail. Effectivement, l'enquête le dit, 59% des endeuillés sont victimes d'absentéisme, de perte d'envie de travailler, de quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre de l'épuisement ou de la défaillance. Dixième point, perturbation maximum, c'est là où doit porter certainement l'effort principal, perturbation maximum durant la première année. Autre chapitre, et je me dépêche, l'accompagnement est essentiel. L'accompagnement est essentiel. Onzième point, les conditions de fin de vie ont un impact positif quand ces conditions sont positives sur le deuil. Comment? Pourquoi? Il importe, c'est ce que dit cette enquête du Crédoc, que le malade soit entouré par la famille. Quand le malade est entouré par la famille, les effets sont positifs. Que le malade est resté en état de communiquer et que le malade est conscient jusqu'au bout. 11e point, le rôle central, et je pense qu'il faut aussi y insister, des opérateurs funéraires. Plus la participation active des endeuillés à la préparation des obsèques, aux cérémonies est fort, plus l'impact est positif. Les professionnels, donc les opérateurs funéraires, sont les plus importants, les professionnels les plus importants
quand il y a co-construction des obsèques, quand ils permettent la participation active à ce travail de recomposition. 13e et dernier point qui a été malheureusement un peu oublié juste avant, c'est le rôle essentiel, persistant des religions. L'enquête du Crédoc dit que dans 76% des cas, les obsèques furent à connotation religieuse. Et 61% de ceux qui ont assisté à des obsèques religieuses disent qu'elle a eu un effet positif ou très positif sur le deuil. La religion est donc toujours et encore une composante essentielle du deuil. Deuxième point, deuxième partie. Je me dépêche, j'ai presque... Bon, je vais prendre un peu de temps, c'est pas grave. On m'a renié un peu au début, donc... Voilà. Deuxième point. Il importe, me semble-t-il, de prendre un certain nombre d'avoir des prises de conscience sociétales majeures. J'en aurai 5. Premièrement, on l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais les endeuillés invisibles, qu'on ne voit pas, sont effectivement en grand nombre. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ils n'ont pas, comme le disait Jean-Pierre Sueur, ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont pas de groupe de pression, ils n'apparaissent pas dans les médias, ils ne se manifestent pas plus que cela, ils ne demandent pas grand-chose, du moins apparemment, et donc on peut dire que, d'une certaine façon, ils sont entrés dans une forme d'invisibilité, d'absence de reconnaissance. Est-ce à dire pour autant que s'ils n'apparaissent pas, ils n'existent pas, ou qu'ils n'ont pas des demandes implicites que les uns et les autres peuvent porter et qui apparaissent pour partie dans l'enquête du Crédoc. Deuxième point, deuxième prise de conscience. Les endeuillés, muets, silencieux, qui ne parlent pas, ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de parler, ou de se manifester, ou de faire des manifestations, ont des souffrances psychiques et physiques cumulatives. Il y a un effet en cascade. Ce sont des blessés invisibles. Et ces souffrances, dit le rapport du Crédoc, sont visibles, réelles, visibles, durables. Et donc, il importe, d'une façon ou d'une autre, de les prendre en considération. Soit on considère que ce qui ne se voit pas n'existe pas, soit on considère que même si il s'agit de blessures invisibles, même si ce sont des blessés invisibles, ces blessures doivent être prises en considération. Troisième point, c'est un point absolument essentiel. Qu'est-ce que les uns et les autres peuvent faire? Je pense que là aussi, il y a un élément. Le temps des endeuillés n'est pas aussi limité que ce que la société, globalement, voudrait qu'elle soit. On le voit bien. La pression sociale implicite est là. Il faut faire vite, ça va passer, ça passera. Dans quelques mois, dans quelques semaines. Et puis, on le voit, à la fois dans le vécu tel que Christophe Fauré en parle et tel que l'enquête du Crédoc le dit, ça ne passe pas aussi vite, ça dure longtemps. Et donc déjà, reconnaître cette durée socialement, c'est aussi reconnaître la légitimité de cette durée. La légitimité d'une souffrance qui dure, plutôt que de tout faire pour considérer que il faut que ça passe, il faut tourner la page, il faut faire en sorte que, effectivement, nous soyons tous dans ce que certains dénoncent à juste titre comme une forme de religion, de la résilience pour tous et de toutes les manières possibles. Un peu de volonté, allons-y, ça passera. Eh bien non. Parfois, ça ne passe pas, et quand ça ne passe pas, il faut, me semble-t-il, l'accepter comme tel. Cette cicatrisation, et je reprends ce que dit Christophe Fauré, prend effectivement complètement des années. Quatrième prise de conscience. Un endeuillé est affecté dans tout son être et dans toutes ses activités. Ce n'est pas quelque chose qui le concerne seulement dans son intimité, c'est quelque chose qui le concerne dans l'entreprise, dans sa vie relationnelle, dans sa vie affective, dans sa vie de couple. Bref, tous ces éléments-là doivent aussi, et
l'enquête du CREDOC le montre, nous montre qu'il y a effectivement des effets nombreux, cumulatifs et des résonances nombreuses. Il faut donc considérer que toutes ces souffrances-là sont des souffrances qui s'ajoutent les unes les autres et qui peuvent avoir un effet boule de neige ou, pour reprendre une expression que Anne-Dauphine Jullian prend elle-même par rapport à sa propre expérience, il y a des effets dominos de l'épreuve. Des effets dominos de l'épreuve qu'il importe, d'une façon ou d'une autre, de limiter, voire d'empêcher. Cinquième point, le rôle, et je crois qu'il faut revenir là-dessus, le rôle central des pompes funèbres. Quand on dit qu'il y a un rôle central des pompes funèbres, ça veut dire qu'effectivement, au regard du paysage de l'endeuillé, qui est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu socialement comme il l'était, qu'il n'est pas pris en charge comme il l'était, eh bien, les opérateurs des pompes funèbres sont de plus en plus à même de jouer un rôle d'orientateur, de conseiller, de ceux qui écoutent, d'écoutants, d'accompagnants. Et effectivement, ce rôle-là est aussi ô combien indispensable. Mais ce rôle ô combien indispensable suppose une double prise de conscience. D'une part, de bien considérer que, malgré les débats qui vont ressurgir dans un mois, à savoir ça coûte trop cher, les pompes funèbres, etc., qu'il y a aussi toute cette partie-là des pompes funèbres qui est la partie d'accompagnement et que cela doit être aussi reconnu comme tel par la société. Et deuxième chose, que les opérateurs funéraires, que les pompes funèbres elles-mêmes prennent conscience de plus en plus ce qu'elles font, mais peut-être peuvent-elles faire mieux, de cette offre de conseils, de cette démarche qu'elles font, de toute cette offre qualitative qui est effectivement celle des opérateurs de pompes funèbres, mais qu'ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, développer. J'en aurais terminé si je n'ouvrais, pour effectivement voir quel est le problème, il me reste encore 5 minutes, 5-7 minutes, 2 chantiers d'avenir. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 chantiers d'avenir si on veut ouvrir cette question du deuil telle que cette problématique ressort de cette enquête du CREDOC qui est ô combien importante. On peut regretter, je pense, qu'il n'y ait pas de prise de conscience collective, qu'il n'y ait pas d'observatoire, je l'ai dit, qu'il n'y ait pas d'assises nationales, qu'il n'y ait pas de concertation, de table ronde, etc. Parfait. Je pense que tout cela peut arriver, devrait arriver, pourrait arriver. Essayons de considérer ce que Christophe Fauré lui-même dit sur les 4 tâches du deuil. Accepter, et ce que François Michonneyrard disait aussi, accepter la réalité du décès. Permettre, deuxième tâche, permettre l'expression des émotions. Troisième tâche, dit-il, préserver le lien de manière adaptée avec le disparu. Non pas couper le lien, mais le réaménager, reconfigurer une relation. Et quatrième tâche, réinvestir le monde extérieur. Réinvestir le monde extérieur, c'est-à-dire éviter de se replier, de se mettre en retrait, de se séparer, mais faire monde autrement. Retrouver les voies d'un partage, d'une vie en société autrement. Ces 4 tâches, me semble-t-il, si on les regarde comme cela, nécessitent 2 chantiers que je livre à votre sagacité. Premièrement, réhabiliter les expressions sociales des émotions. Et deuxième chantier, instaurer un partenariat actif et reconnu entre tous les accompagnants des endeuillés. Premier chantier, donc, le droit qu'il faut affirmer, me semble-t-il, d'avoir des émotions. Le droit de les avoir, le droit de pouvoir les exprimer, de pouvoir les manifester, de pouvoir en parler. Il me semble que nous constatons tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, une forme de conspiration, de chape de silence, une forme de relégation sociale autour de toutes ces souffrances, de toutes ces paroles, de tout ce qui existe autour de la mort.
Et donc, la question se pose de cette forme de compression émotionnelle constante qui est demandée d'une façon ou d'une autre aux endeuillés et puis préalablement à ceux qui sont autour des mourants et aux mourants eux-mêmes. Il faut faire vite, il faut taire sa douleur, en parler mais pas trop, la traverser plutôt que l'habiter. Il me semble que quelque chose n'est pas compris à ce moment-là dans cette forme d'injonction sociale sur ce qu'est aussi le deuil. Certes, on a raison de souligner, et dans la brochure dont on a parlé, de souligner que le deuil est effectivement de l'ordre de la douleur, mais elle est aussi étymologiquement de l'ordre du duel, du combat, de la lutte. Lutte contre soi-même, lutte contre ses mauvais démons, lutte contre celui qui prend trop de place et qu'on doit reconfigurer autrement, lutte contre tout ce qui s'oppose à ce deuil et tout ce qui, d'une certaine façon, laisse à penser que ce deuil prend trop de place. Et donc, il me semble que si on affirme ce droit aux émotions, il importe de mettre en avant ce qui lutte contre ce droit aux émotions. Nous avons globalement, c'est la première raison, nous avons réduit à la portion congrue globalement notre conscience sociale de devoir vivre en parole, en action, par des gestes, par des accompagnements, la mort et le deuil. Et tout est fait depuis la montée progressive de la sédation jusqu'à la consommation des antidépresseurs de plus en plus importants. Il faut quand même savoir, ce qui devrait interroger, que la consommation d'antidépresseurs dans les pays de l'OCDE a doublé en 10 ans. Alors effectivement, si à chacune des problématiques ou à chacune des émotions qui sont manifestées, la seule solution, c'est les antidépresseurs, eh bien effectivement, il y a un problème. Et Christophe Fauré le disait juste préalablement, effectivement, considérer que les antidépresseurs sont la solution universelle à toutes les émotions, aussi légitimes soient-elles, pose problème et donc mérite qu'on s'y intéresse. Deuxième point, la médecine souffre d'une méfiance à l'égard des émotions et tend de plus en plus à les étouffer, à étouffer ces émotions. Roland Gori parle de la médicalisation d'existence. Est-ce que chaque fois que quelque chose se manifeste en nous, il importe d'en passer par le médecin? Que lui seul a la solution? Il ne me semble pas. Troisième point, la psychiatrie elle-même se méfie de plus en plus des émotions. On a parlé du DSM, le 4, le 5, disent, et je renvoie en particulier à ce que Maurice Corcos dit, considère qu'au bout de 2 mois, le deuil devient pathologique. 2 mois. Si on trouve ça normal, effectivement, on peut considérer qu'il faut, comme le faisait déjà il y a quelques années Édouard Zarifian, dénoncer cette dérive de la psychiatrie, considérer qu'effectivement, il n'importe pas d'éliminer l'écoute de la souffrance, de réduire la souffrance au corps et le corps aux produits chimiques qui sont capables de le contrôler. Et l'américain Allen Frances dénonce, dit-il, cette montée en puissance, et il dit « le chagrin deviendra une nouvelle cible pour les entreprises pharmaceutiques ». Donc, le droit à avoir des émotions et les manifester revient à sortir des carcans, à accepter, ce qui peut être la chose la plus difficile, à accepter l'anarchie de la vie. Je répète, je redis souvent cette phrase magnifique de Georges Canguilhem, la raison est régulière comme un comptable, la vie anarchique comme un artiste. Deuxième chantier. 5 minutes encore? Deuxième chantier. Non? Si, on avait commencé avec 10 minutes. Voilà, bon, voilà. 5 minutes, allez, je me dépêche. Deuxième chantier. Il faut, me semble-t-il, considérer globalement, collectivement, tous ceux qui accompagnent les endeuillés et qui les solidarisent. Peut-on imaginer d'instaurer une forme de partenariat actif entre tous?
j'ai écouté ce que Marie Tournigan dit. Je pense qu'il y a un déploiement de bonne volonté, d'aide, qui mériterait à la fois d'être mieux reconnu et à la fois d'être plus valorisé. Est-ce que ça veut dire que l'endeuillé doit être, comme le fameux baron Munchausen, celui-là même qui doit sortir en se tirant par ses propres cheveux de la mare dans laquelle il est tombé? Ou est-ce qu'il importe de considérer que le rôle des accompagnants, et l'enquête du Crédoc le dit, sont absolument essentiels? Les accompagnants au moment du décès, les accompagnants au moment des obsèques, les accompagnants après. Tous ces accompagnants-là, tous ces acteurs, les assurances, les mutuelles, les bénévoles, les caisses, les collègues de bureau, les entreprises, bref, tout ce qu'on a vu préalablement, sont d'une façon ou d'une autre des accompagnants qui eux-mêmes interviennent dans ce qu'ils ne considèrent pas eux-mêmes comme une continuité, mais qui est pour l'endeuillé une continuité, un continuum. Or, me semble-t-il, il n'y a pas de conscience collective de ce partage de solidarité à l'égard des endeuillés. Chacun contribue comme il le peut, avec, même si parfois certaines bonnes volontés ne sont pas bien connues des endeuillés eux-mêmes, et c'est un tort, pour chacun intervient avec sa bonne volonté, d'une façon ou d'une autre, mais sans peut-être créer cette forme de solidarité des aidants et des associations. Comme elle est à ma droite, je me permets de la citer une deuxième fois, Manofine Jullian, pour la mort de sa fille, évoque quelque chose qui m'a beaucoup touché, comme il a touché tous ceux qui ont lu son livre, ce qu'elle appelle la solidarité Thaïs. C'est-à-dire la chaîne de solidarité qui a entouré la maladie, puis la mort, puis le deuil de sa fille. Et donc, recréer de la solidarité, considérer que cette solidarité-là, elle est absolument déterminante pour aider ceux qui sont dans la difficulté et dans la peine, me semble être un énorme chantier de la solidarité des endeuillés. Prendre conscience de la multiplicité des accompagnants, prendre conscience que chacun y contribue à sa façon, mais que tous appartiennent à une même filière, à une même approche, à une même solidarité des endeuillés. Et il est évident que si cette filière d'aide aux endeuillés prenait conscience d'elle-même, peut-être que quelque chose de positif pourrait intervenir. Peut-on imaginer, c'est une question, une table ronde de tous les acteurs de ce parcours de l'endeuillé, pour faciliter la communication entre eux, pour améliorer le passage d'informations, pour permettre un meilleur passage de témoins, pour une meilleure reconnaissance des différents organismes, des mutuelles, des entreprises, de l'État, des caisses, reconnaissance, pour instaurer entre eux des partenariats d'accompagnement. Et on peut imaginer que, effectivement, les pompes funèbres soient centrales, soient un acteur au centre de cette reconnaissance-là, de cette chaîne-là. Parce qu'ils sont effectivement, un, nombreux, deux, ils prennent en compte ces éléments de deuil. Que faut-il reconnaître? Il faut reconnaître le besoin de proposer son aide, le besoin de parler, le besoin d'accéder à une parole qui guérit, qui aide et qui guérit, le besoin d'être consolé. Consoler, ça veut dire effectivement, au sens propre du terme, consoler, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre douleur, accepter aussi qu'il y ait un droit de pleurer et que les larmes sont belles. Quand on a dit tout cela, il me semble qu'on ouvre derrière le rapport du Crédoc à la fois le problème qui est là, c'est-à-dire le passage d'un individualisme qui conduit de plus en plus les individus à être responsables du malheur qui les affecte eux-mêmes et de devoir trouver par eux-mêmes les solutions qui doivent s'appliquer à eux-mêmes. Par opposition à cela, ne faut-il pas redéployer autrement des formes de prise en charge, de solidarité, de bienveillance communautaire pour que chacun, à sa façon, puisse contribuer à aider les endeuillés et que chacun de ceux qui aident les endeuillés ait conscience d'appartenir à la grande chaîne de solidarité
des aidants à l'égard des endeuillés. Merci.